sais pas qu'est-ce qu'on peut dire la force d'une indépendance ou la faiblesse d'une indépendance. C'est difficile à classer entre force et faiblesse. C'est une volonté d'être soi-même. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une faiblesse d'être soi-même? Il y a probablement une force, parce que vous êtes libre de faire vos choix. Si c'est ça la force dont vous parlez, on peut en causer un peu. Mais c'est le fait de jouir de son droit à être soi-même et à montrer qu'on est soi-même et non sous la, je vous l'ai dit, protection, vous le dites, mais sous la domination d'autres personnes. Voilà. Voilà, aux premières heures quand même des indépendances, notamment de l'indépendance du Bénin, quel est justement ces faits-là qui vous ont marqué? Les faits qui m'ont marqué, c'est parce que l'indépendance a été acquise par des gens qui ne voulaient pas de l'indépendance. C'est ça la question essentielle. Parce que si on vous donne l'indépendance, vous n'avez aucune réflexion sur les questions de vos nouvelles responsabilités. Vous les prenez comme découlant de ce qu'on vous permet. Celui qui vous a donné l'indépendance vous permet de faire. Et vous pensez que votre bonheur peut être la continuation dans ces grandes lignes des actions du colonisateur. Donc moi je pense que c'est les premiers qui sont arrivés à la suite de l'indépendance. On ne les avait pas choisis pour l'indépendance. Et ceux-là sont justement ceux qui ne voulaient pas de l'indépendance. Ceux qui avaient commencé à partir de l'indépendance, c'était des personnes plus jeunes, essentiellement étudiants ou diplômés de l'enseignement supérieur. Pour ce qui me concerne, moi, à ce moment-là, j'avais quel âge? J'avais peut-être 18, 19 ans. Donc, j'ai un père justement qui était dans la politique, qui était dans le mouvement syndical. Elle n'empêche que pour rien au monde, il m'a parlé de l'indépendance. Pourtant, l'UGTAN, vous connaissez ce qu'est l'UGTAN, l'Union Générale des Travailleurs de l'Afrique Noire, avait prôné l'indépendance. Donc voilà ce que je peux dire. S'il y a des handicaps, c'est la nature de ceux à qui on a concédé la gestion du territoire sous domination maintenant qu'on dit néocoloniale ou post-coloniale française. Voilà. Il y a quand même dans notre histoire politique, il y a tout de même l'une de ces périodes-là qui marque, c'est la période révolutionnaire. Et cette période, on a tout fait de voir peut-être balayer du revers de main cette période avec les acquis, les bonnes choses, les bonnes habitudes. Quels sont ces acquis-là qu'on devrait en réalité perpétuer? Voyez-vous, j'ai une position très nuancée par rapport à la période révolutionnaire. Les mots d'ordre, les ambitions, je les épousais entièrement. Mais cette période révolutionnaire était la conséquence d'un compromis entre l'armée, le gros de l'armée, et un petit groupe de jeunes intellectuels issus des universités et des écoles ou des syndicats qui ont fait la campagne pour l'indépendance, qui avaient fait la campagne pour l'indépendance et qui se sont appuyés sur leurs amis, leurs camarades de lycée, de collège, de l'université, entrés dans l'armée comme des officiers. C'est pour ça que la période révolutionnaire est arrivée. Il faut dire aussi qu'il y avait un bouillonnement dans le pays pour ceux qui voulaient l'indépendance. Basé sur quoi essentiellement? Sur l'exploitation du monde paysan, par ce qu'on appelle
les sociétés d'intervention. Ce sont des sociétés du secteur agricole français et qui patronnaient la production agricole, essentiellement le coton, le tabac, le riz, le palmier à huile, un certain nombre de choses qui faisaient partie des richesses, de la production des paysans béninois. Alors, la question était posée essentiellement sur la base des tricheries, sur le pesage de la production et sur la qualité. L'action, si vous voulez, je vais vous conseiller le subversif, l'action de mobilisation a donc posé ses jalons sur ces réalités que vivent les paysans. Lorsque vous voyez bien que votre truc est 10 kilos, que vous dites que c'est 8 kilos, 7 kilos, vous n'avez pas à brancher. Donc, profitant de ça, de cette exploitation trop bouillonne, on a pu mobiliser des paysans, notamment dans le centre du Bénin et le nord du Bénin. Au sud, il n'y avait pas de production de ce genre, sauf le palmier à huile qui était dans les mains des potentats de la région de l'Ouémé. Donc ça n'avait pas la même portée. Voilà, en gros, l'indépendance c'est tombé donc dans les mains de ceux qui ont fait la politique française sans aucune ouverture dynamique. Il est vrai qu'on peut parler, le bavardage c'est autre chose, la réalité c'est autre chose. La conception de l'action après l'indépendance n'ont jamais été abordées, ni par les pro-indépendance, ni par les indifférents à l'indépendance, pour ne pas dire contre l'indépendance. Je ne sais pas si ça vous suffit, c'est ce que j'ai fait là. Oui, et ça répond vraiment la période révolutionnaire, quels étaient les acquis? Les acquis, c'est... Il y a une chose importante qui m'a plu pour la révolution, c'est comptons sur nos propres forces. Pour moi, c'est le mot d'ordre le plus instructif qu'on ait reçu. Sur tous les plans, il faut compter sur ses propres forces. Ça veut dire qu'il ne faut pas mettre son développement dans les mains d'autres personnes. Son progrès dans les mains des intérêts d'autres personnes. Ça, là, la révolution l'a fait. Il y avait une idée qui a suivi ça. C'était les structures de la révolution sur toute l'étendue du territoire national. Mais ces structures ne sont pas le résultat d'une mobilisation ou d'une volonté des populations. Elles sont venues imposées par le gouvernement comme structures avec lesquelles il va composer. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais lorsque vous mettez ça en place et que les gens qui sont réunis dans les comités, dans les structures, ne savent même pas ce qu'ils vont faire. Ils n'ont aucune idée de ce que c'est que gérer ses propres affaires. Sans aucune diffusion minimum de ce que c'est que gérer un État. On a dit, comptons sur le pouvoir, c'est tout ce qu'on a dit, mais c'est important comme question. Est-ce qu'eux, ils pensent que c'est ça? Parce que le changement de la révolution, c'est d'abord les mentalités. Si vous avez été formaté pour penser des choses, il faut les déformater. Voyez-vous, dans ces coins-là, enfin dans les pays,
Je ne parle pas des grandes villes. Les grandes villes, c'est les travailleurs du secteur moderne. Mais les autres, c'est qui va faire la route, il faut demander au gouverneur. Qui va faire l'hôpital, il faut demander. C'est-à-dire, aucune idée du fait que c'est eux-mêmes qui sont concernés et qui doivent agir dans ce sens-là. Alors, comment vous voulez, comment les gens comprennent leur développement, leur progrès? Si leur progrès est lié à la bonne volonté de l'ancien colonisateur ou des amis de l'ancien colonisateur. Par conséquent, ceux qui ont le vent en poupe, c'est ceux qui peuvent se prévaloir d'avoir des relations à l'extérieur. La possibilité d'aller trouver des investisseurs, ça continue même aujourd'hui. Voilà la question. Je ne sais pas si j'ai pu répondre. Bien évidemment. Revenons au renouveau démocratique, notamment ces 10 dernières années. Qu'observez-vous? Les 10 dernières années, là? Parce que je ne me sens pas à l'aise. Bah ouais, j'espère que papa vous arrêter. D'ici demain, j'en sais rien, moi. Écoutez, je sais pas, vous allez faire le truc là. Pourquoi vous lui avez posé la question? Comme il a répondu aussi, tout est possible dans ce pays maintenant. Tout est possible. Il n'y a plus de droit, il n'y a plus de loi qu'on respecte, il n'y a plus rien. C'est mon propre sentiment, ça. Vous ne pouvez pas dire, ah bon, mais de toute façon, je vais me justifier. Non, c'est pas vrai. Vous vous trompez, et il n'y a rien. Alors, revenons à ce que vous m'avez posé la question les 10 dernières années. Ouais. C'est l'une des questions auxquelles je n'ai pas voulu répondre. Parce que je ne veux pas que demain, vous ayez des problèmes. Moi, c'est déjà connu, il y a un problème. Alors, ce que je pense, moi, je parlais du renouveau démocratique. Je n'ai pas cru au renouveau démocratique. Et pourquoi? Parce qu'il a été conçu par les Français et mis dans les mains de Kélékou. Sans aucune idée qu'on va remplacer Kélékou, on ne peut pas. On a même déjà trouvé un premier ministre qui devait venir du Gabon. Je n'entre pas dans les détails. Mais ceux qui ont fait que ça a voulu être, ça s'est produit, c'était notamment les structures des organisations de jeunes, progressistes, communistes ou ceci. Ce sont eux qui ont bousculé le pouvoir, qui ont mis le pouvoir mal à l'aise, et sur la base de ça, on leur a proposé la solution du renouveau démocratique. Moi, je n'y croyais pas, je n'y croyais vraiment pas. Je pense que j'ai eu tort et raison à la fois. Parce que la décision, les deux décisions essentielles de la commission, de la conférence que je retiens, c'est le développement économique du territoire équilibré, du territoire national. Ça veut dire chaque région doit avoir une perspective de développement qui permette de mobiliser les populations pour les productions et les actions. Vous comprenez pourquoi il peut y avoir eu des usines dans le nord, à droite, à gauche, avec des sociétés de transport. C'est parce qu'on estime que chacune des régions a le droit d'avoir ce qu'il faut pour vivre. Tout ça, terminé. C'est une bonne chose, en fait, c'est pour que les gens soient eux-mêmes responsables. Mais ils ont compté sur
des cadres qui ne savent même pas ce qu'il faut faire. Ça, c'est un aspect. La deuxième chose qui m'a fait mal, c'est la décision de faire de notre pays un régime présidentiel. Ce n'était pas la décision de la commission de la conférence. Mais par un jeu de passe-passe tel qu'on s'est fait, on a mis en place une commission qui va rédiger le rapport, reprendre la commission, et paf, régime présidentiel. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'élection présidentielle, est-ce qu'on cite le nom de parti? Des individus. Et ce sont des individus qui vont indiquer les candidats. Où on est tombé? On a fait partie de tout ça. Ce n'est pas une décision de groupe. C'est la décision d'un individu. Que ce soit à droite, à gauche, devant, tous c'est pareil. Ça veut dire quoi? C'est comme un régime de royauté. Et la personne qu'on a mis devant, il est un génie. Il a tout fait dans la vie. Tout ce qu'on a fait avant lui, c'est pas bon. S'il n'est pas là, ce ne sera pas bon. Voilà où nous en sommes comme réflexion communiquée à la jeunesse. Alors là, je dis, bon, bah, ça là, c'est la décision de la conférence nationale faisant de notre pays un pays où c'est un homme qui doit être promu et non une idée. Un homme peut incarner une idée. Et c'est l'idée qu'il incarne qui permet de le choisir. Aujourd'hui, ce n'est pas l'idée. C'est celui qui est là, ou quelqu'un dit de le prendre, c'est ça qui incarne le moment. Il y a un problème. Donc moi je dis, vous m'avez parlé de la révolution, vous m'avez parlé de la conférence nationale, je vous ai dit ce que je pense. On est passé aujourd'hui à une réforme du système partisan où les partis... Est-ce qu'il y a un parti? Est-ce qu'ils ne sont jamais réunis pour nous communiquer, nous les citoyens, quelles sont leurs conceptions de la vie, du développement du pays? C'est quoi un parti politique? C'est un circuit pour distribuer de l'argent? Ou bien pour émettre des idées qui permettent à notre jeunesse de s'imprégner de ce qu'il faut faire demain? À rien. Même pas une presse. Les petits groupes que nous avions, nous, on avait notre presse. Quel est le parti qui a son presse maintenant? Sa presse, vous connaissez. Comment vous pouvez transmettre à notre jeunesse des connaissances si vous n'écrivez rien? Vous devez parler à la télévision, à la radio, à vous énerver, mais rien. Il ne peut pas y avoir, évidemment, des champs et des contradictions. Et même s'il peut y avoir des champs et des contradictions, ouf, attention, c'est seulement le chef de l'État qui peut se permettre de suggérer des choses qui vont avoir des contestations. Et les gens ne auront même pas, telle que l'atmosphère ici. Je vous crains, vous les journalistes. Vous savez, moi, j'ai fait des histoires de journaux, j'ai été 2 fois au tribunal. La première fois, c'est une autre personne qui a écopé. La deuxième fois, c'est moi qui ai écopé de la sanction. Pour rien du tout. Donc, je sais ce que c'est. Pour rien du tout, on avait quelque chose sur le Togo. Pour parler de la mort d'Olympio. Et c'est ça qu'on a pris pour dire on fait l'apologie du crime. On n'a pas parlé du Bénin. Hein? Bon, enfin, je vous dis, quand les gens sont au pouvoir, on n'a aucune idée ce que de la liberté des gens, ils font n'importe quoi. Parce que c'est ça qu'ils ont vécu. Alors, les 10 dernières années, c'est pas mieux, hein? On a dit système partisan, comme si le problème c'était le nombre de partis.
Il n'y a pas plus de partis qu'en France. Hein. Il n'y avait pas plus de partis qu'en France ou dans notre pays. Est-ce que ça a empêché quelque chose? Au forceps, on a créé 2 partis chargés d'appuyer le programme du chef de l'État. Voilà disons, l'objectif qu'on a assumé au parti. Et non d'élaborer une conception du développement du pays. Parce que dans ce secteur-là, on aurait pu parler par exemple de l'éducation. Parce que c'est la chose la fondamentale pour diviser un pays. Il faut que l'éducation de la jeunesse lui donne la conscience qu'il doit développer son pays et qu'il doit participer à ce développement. Dans quelle direction il va aller? On peut aller dans la direction divergente. Qu'il pense qu'on peut développer le pays. Mais il n'y a rien du tout. Mais je suis désolé. Je trouve que l'avenir est sombre. Aujourd'hui, il y a eu quand même une politique d'infrastructure. C'est ça le développement d'un pays. Ce n'est pas l'esprit. Ce n'est pas l'esprit, ce n'est pas le mode de raisonnement, de réflexion. Ce n'est pas l'attachement à son pays. Ce n'est pas ça le nécessaire, le premier tour. Non, je m'excuse. Hein. On a fait route devant moi. Qui en profite? Qui en profite? On va faire venir les gens de l'extérieur, on va nous montrer ça. C'est tout. Mais quel est l'impact réellement sur l'économie du Bénin? Quel est l'impact? Les gens qui ont un peu d'argent vont venir ici dépenser. Ils vont investir. On en est encore à dire, on va aller chercher des investisseurs. Bon, voilà la question. Les partis qui sont là, j'ai entendu le chef de l'État dire la dernière fois, en gros, il a défini ce que c'est que la conception économique d'une certaine couche et classe sociale. Que c'est eux qui poussent le développement. Donc vous devez vous soumettre à eux, à leurs intérêts, et vous aurez des miettes. Enfin, vous aurez des retombées. Disons des retombées. Mais c'est une conception surannée. Je m'excuse de le dire sur votre onde. Peut-être le fait que je le pense et que je le dise de façon scientifique va être une cause de vous créer des problèmes. Parce que le développement terre à terre là, qui ont été faits, que j'ai écouté moi, oh, bon sang. Bon sang. Vous savez, tiens, c'est aujourd'hui, oui, aujourd'hui, j'ai pris la corniche là, tiens. J'ai dit, mais ça c'est pour qui ça? Ça c'est pour qui ça? Pour que les gens aient la plage là-bas? On va chasser les bonnes femmes qui vont rester autour là, c'est sûr. Alors c'est pour qui? Quand vous allez voir ça, c'est beau, hein. On vient de laisser, ah, le Bénin est beau, hein, c'est vraiment ça a changé. Est-ce que c'est ça qu'on bouffe? Il y a des choses, bon, c'est une question d'option, hein. C'est conservation. Si je suis riche, vous aurez un peu d'argent. Si je ne suis pas riche, vous n'aurez pas d'argent. Il y a des gens qui pensent comme ça. Vous avez suivi justement la rencontre entre le chef de l'État et la jeunesse, puisque la jeunesse, ça vous intéresse énormément. Oui. Vous avez suivi un peu les échanges. Et comment? Les discussions, la loi sur l'embauche et beaucoup d'autres questions. Qu'est-ce que cela a quand même suscité en vous comme appréhension? De la pure manipulation, honnêtement. Avec des théories surannées.
Je prends un exemple simple parce que c'est votre domaine. Vous créez des écoles techniques. Comment on crée les écoles techniques? On définit comment le pays va évoluer. Quelles sont les branches qui auront besoin de main-d'œuvre? Et quand on a déterminé ça, on commence à former les enseignants sur la base de ce qu'on prévoit. Avant de lancer ce qu'on dit maintenant, on est parti de 100 à 80. J'ai posé une seule question. Vous savez qu'on a créé des lycées techniques agricoles. Non? Vous en connaissez qui ont trouvé quelque chose d'intéressant à faire? Ceux que moi j'ai vu qui sont sortis là-bas, là, se débrouillent. Ils vont aller, comment dire, prendre leur service à droite, à gauche, sans leur spécialité. Ils se sont un peu intéressés au maraîchage, mais ça rapporte quoi? Qui mange les produits maraîchers? Ils vont arracher la tomate et autres là aux paysans. Non, de toute façon, ils sont obligés ils vont rester aux alentours des villes et des grandes villes. Ça, c'est la conception du développement, ça. Je suis désolé, mais on n'aime pas la contradiction. J'ai osé parler un peu ici. Et quand vous m'aviez informé, je me suis dit, est-ce que je vais dire des choses importantes? Ce n'est pas vous qui serez emmerdé. Si, vous serez un peu emmerdé. Vous n'avez pas contre-attaqué en même temps. Dans ce que j'explique, vous ne voulez pas dire des choses, me poser des questions. C'est comme ça que vous faites, non? Pour qu'on ne leur dise pas, vous n'avez pas fait ceci. Alors ils se mettent à faire, comment dire, l'avocat du diable. Pourquoi vous n'avez pas vu ceci? Voilà des journalistes. Est-ce que c'est ça les journalistes? C'est comme ça que vous appelez à l'école? C'est ça que vous appelez à l'école? Ah oui, eh bien vous avez ceci, mais il y a... Maman, enfin, vous n'avez jamais vu ça dans les écoles? Ah, je ne sais pas si les écoles maintenant là sont à l'image de ce que vous faites. Je ne sais pas. Il y a tout de même une question qui suscite beaucoup de réactions depuis quelques temps. C'est le code électoral avec les exigences nouvelles où on doit avoir 20% dans chaque circonscription électorale. Monsieur le ministre, ces questions, qu'est-ce que cela révèle ou quel est le regard que vous portez sur ces questions? On a tout mis en place pour avoir un régime monolithique. Pour effacer tout ce qui peut être contestation. Pour effacer ce qui peut remettre en cause les avantages que l'on se donne au gouvernement. Au point où les ministres, le chef de l'État ne peuvent pas donner leur salaire à leur population. Voilà où on en est. Voilà où on en est. Vous trouvez ça normal? C'est nous qui payons, non? Ce n'est pas les impôts qui payent. On gagne ça caché. Mais pourquoi? C'est parce que c'est honteux ou parce que c'est propre? Je suis certain que si c'est propre, normal, on ne le cacherait pas. Ça veut dire que ce n'est pas propre et que ce n'est pas normal. Ça, c'est mon hypothèse par rapport à la réaction. Et j'attends qu'on me dise que ça répond à quoi? À quoi? Ça répond au fait que les fonctionnaires à qui on en veut, ou les travailleurs ne demandent pas des augmentations et le réajustement, parce qu'on a réajusté nécessairement les salaires des politiques. Alors, ils vont citer ces exemples-là. Les travailleurs, ceux qui peuvent encore parler. Voilà la question. Ce n'est pas une question, je suis contre X, Y, Z. C'est une question contre les orientations qui servent de base aux prises de décision. Si je dois dire honnêtement ce que le régime actuel a fait, c'est le tourisme. Au profit de qui? Des gens qui sont à l'étranger. Est-ce que c'était les Béninois qui ont demandé ça? Est-ce qu'on a développé des structures de formation à l'art béninois?
aux objets d'art béninois, à la production touristique du Bénin. Vous avez entendu quelque chose? Vous avez entendu qu'on va former dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie? Et c'est ça qu'on applique comme orientation principale. J'ai été, disons, écœuré, je ne sais même plus si c'est sous Yahi ou sous Talon. J'ai été au musée de Ouida à cette époque-là. Et je vois l'un des employés qui nous présentait les choses et qui a osé dire que la traite négrière, là, c'est vraiment les Blancs ont bien fait. Parce que les rois, ils tuaient les prisonniers. Donc, ils ont dit, vendez-les nous, on va les amener ailleurs. Un Béninois formé ici au Bénin a osé dire ça devant le monde. Dans un lieu où tout le monde passe. J'ai signalé ça, bon, ça n'a rien donné. J'ai dit que c'est écœurant. Lorsqu'ailleurs, on vous explique les choses autrement, et vous voyez que dans votre propre pays, en fait. Je ne sais pas ce qu'on dit là-bas maintenant. Hein. Je n'ai plus les pieds maintenant pour aller là-bas, voir si ça a évolué. Mais c'est des bâtiments. Ah, pour les bâtiments, les élections générales de 2026, quels sont les enjeux, les grands enjeux? Pour qui? Pour le peuple. Et pour les acteurs politiques. Moi, je ne sais pas quels sont les enjeux pour le peuple. De quel peuple vous parlez? Nous, c'est Talon. Hein. Il faut qu'il revienne. Il faut que lui, s'il n'a pas fini. Il finira quand? Oui, il y a des choses qui se disent par des gens qui se considèrent, ou qu'on a pu considérer comme des intellectuels. Je trouve tellement bas pour leurs propres intérêts qu'ils en soient arrivés là, qu'ils se contredisent en l'espace de 15 ans, de 20 ans. Ils disent le contraire de ce qu'ils disaient. Ils donnent le visage hideux qu'ils n'avaient pas du tout. Quand vous voyez ça, vous préférez vous taire. Vous préférez même ne pas discuter avec les gens. Parce qu'il y en a qui n'attendent que ça pour aller raconter. Ah, il a dit ceci, il a dit cela. Bon. J'ai dit, je le pense. Si je le pense, je n'ai pas le droit de le dire. Ou si je le dis, est-ce que c'est parce que je ne pense pas? C'est un dilemme. Il m'arrive, moi, de dire ce que je pense. Là, je vous en ai dit un peu. Je vous ai pas dit, je ne sais même pas si j'ai dit le tiers de ce que je pouvais dire sur tout ça. Toute la structure, tous les résultats. On voit maintenant des gens qui contestent véhémentement le bilan que fait le... Parce que je vais vous dire une chose. Le malheur a fait que j'ai été ministre de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme. Je sais les programmes qui étaient faits. Je peux vous dire, la disparition de Placodier, l'aménagement d'Aquapat de Domaine, j'ai été acteur dans ce truc-là. Il y avait donc une vision. Elle n'était pas extraordinaire, parce qu'elle n'était pas destinée à accueillir des étrangers. Parce que ce n'était pas la préoccupation à cette époque-là. Bon. Voilà un projet. Donc, Ganri, tout ça là, le projet Ganri, ça fait longtemps. Moi, j'étais encore ministre. Donc, ce n'est pas nouveau. Mais ce n'était pas conçu pour prendre aux individus leurs biens sous prétexte ou sous prétexte. Pour en faire un monopole. C'est ce qu'on me dit, hein, je ne sais pas. Je ne peux pas aller dans le détail. Mais quand je vois le nombre de choses qu'on rase,
waouh, où qui êtes là maintenant? Hein? Quels sont les bâtiments qui immortalisent l'indépendance du Bénin, que vous connaissez? Dites-moi. Les bâtiments qui immortalisent l'indépendance du Bénin. Des bâtiments qui immortalisent des anciens responsables de ce pays. Vous en connaissez? On les a tous rasés. C'est ce que je constate. Donc, bon, c'est comme ça qu'on va évoluer. Ce que je crains, c'est qu'on va raser pour les autres aussi. Hein. Ça, c'est évident. Ça, c'est évident. Pour les autres, pour qui? Ah, ceux qui rasent pour les gens maintenant, là. Ça va arriver. Ceux qui faisaient ça avant, où ils sont? Les bagarres entre, comment on appelle ça? Émile Deleuze Issou et, comment on appelle? Da Silva. Sur le périmètre de Caté, Jacques, tout ça là. Où ils sont maintenant? Vous ne connaissez pas le détail de ça. J'ai fait mal d'en parler. C'est pour dire que la bagarre pour que les gens aient des inventaires, etc., n'est pas finie. Elle n'est pas finie. Elle n'est pas finie. Vous aurez fait 10 ans. On peut raser votre maison complètement. Dieu sait, ayant été dans certains milieux, quels sont les salam aleikum qu'on a fait avec ces gars-là pour qu'ils accordent des privilèges. Bon, je ne vais pas aller. Moi, c'est l'évolution qui m'inquiète. Aujourd'hui, vous savez que j'ai dirigé ce qui est aujourd'hui l'école polytechnique d'Abomey-Calavi. Il n'y a plus aucune machine. Et on n'y songe pas. Des départements qui avaient 5, 10 professeurs de l'université, il n'y en a plus que 3. Le reste, c'est des vacataires. La réforme dans l'enseignement, notamment dans l'enseignement supérieur. Est-ce qu'il y a eu réforme? Quelle réforme il y a eu? C'est le nombre de recteurs, on va nommer le recteur. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? C'est ça l'enseignement supérieur? C'est pas le matériel? C'est pas la qualification des enseignants? Ah. Vous parlez de quoi? Dites-moi, vous parlez de quoi? Vous n'avez rien vu en 10 ans. Pardon? Vous n'avez rien vu en 10 ans. Je vous ai posé la question, dis-moi ceci par exemple. En quoi c'est une réforme de l'enseignement supérieur? En quoi? Est-ce qu'on a fait un diagnostic pour dire qu'il faut une réforme de l'enseignement supérieur? La réforme est-elle la structure de l'enseignement supérieur? Est-elle dans le contenu de l'enseignement supérieur? Est-elle dans les supports de l'enseignement supérieur? Les orientations des étudiants qui doivent sortir là? C'est ça la réforme? C'est ça la réforme. La réforme de supprimer les élections des responsables et de nommer à leur place, comme si on a fait un bilan pour dire que c'est ça qui était négatif. Non pas que je glorifie ce qu'il a fait avant, mais avant de changer, on fait un bilan. On fait un bilan. Et que tout le monde est au courant du bilan. Et lorsqu'on pose des actes, on dit, ah oui, c'est pour répondre à ça, 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 ça.
Vous ne pouvez pas rester dans 4 minutes, faire une évaluation, et puis paf, vous faites. Alors que ça ne vous appartient pas. Vous êtes passager. Que vous le voyez ou pas. Donc moi, c'est ça. C'est pas. Ce que je dis là, c'est pas le régime actuel. Non, non, c'est le principe général. Voyez-vous, quand moi j'ai été directeur là, la plupart de mes enseignants n'avaient pas le doctorat. Et j'ai mis en place un projet. J'ai évalué nos moyens. Les moyens que nous allons pouvoir acquérir nous-mêmes. Et j'ai dit que ce changement-là, c'est sur 10 ans. Beaucoup d'enseignants étaient contre moi pour ça. Je dis, ça c'est mon job, moi. De planifier l'avenir. Bien que je leur ai démontré, hein, vous êtes des 10 là, vous pensez qu'on peut enlever 6 personnes pour qu'ils aient en formation? Comment ça va se faire ici? Qui va vous trouver la bourse? Bien que j'ai demandé ça. Aujourd'hui, ils se rendent compte que c'est vrai. C'est une démarche de planification. Les éléments de la planification doivent être à votre niveau. Pour moi, c'était quoi? Le nombre d'enseignants, les bourses et les secteurs sur lesquels on doit former les gens. Est-ce qu'on va prendre les plus anciens ou les nouveaux? C'est ces réflexions-là que l'on a. Et quel est le contenu nouveau qu'on veut donner à l'enseignement, permettant aux enseignants d'acquérir les compétences qu'il faut pour le faire. Vous n'avez jamais entendu parler de ce genre de réflexion à l'enseignement supérieur? Voilà. Monsieur le ministre, si vous avez un message à l'endroit, avant ce message à l'endroit de la jeunesse béninoise, est-ce que vous avez des attentes pour 2026? Attentes? Ouais. Non. Non. Bonnet blanc, blanc, bonnet. C'est-à-dire? Mais rien ne s'en sortira. Rien n'en sortira. Qu'est-ce qui nourrit ce pessimisme? Vous pensez que c'est un pessimisme? Le coup de l'électorat, c'est un pessimisme. 20 ans, c'est un pessimisme. Des gens qui sont connus ici pour avoir dénoncé, applaudir les gens maintenant, vous croyez que c'est un pessimisme? Ce n'est pas des réalités, vous journalistes. Ce n'est pas une généralité, ce n'est pas concret. Ceux qui aujourd'hui ont le vent en poupe, c'était les plus pourris, c'est connu. Ceux qui apparaissaient pas les plus corrompus, qui disent ça maintenant là, c'est ça là qui étonne. Les autres, ça ne vous étonne pas. Ou alors, à moins que vous ne soyez pas journaliste, comme je ne suis pas journaliste, hein, mais je m'intéresse au problème. Donc, que voulez-vous qu'on espère? J'espère qu'il n'y aurait pas la violence. C'est tout. Très bien. Si vous avez un message à l'endroit de la jeunesse béninoise. Je me refuse à avoir un message en direction de la jeunesse béninoise. Pour la première raison, je ne vis pas leur réalité. Quand moi j'étais jeune, on avait la bourse, on avait ceci, on avait ça. Même les slips, on les achetait. Donc on a une pensée qui est formée dans une atmosphère qu'on croit que c'est ça qui est bon. C'est comme j'arrive en France, je trouve que nous avions une bourse intéressante et que les Français, on leur payait juste que la scolarité comme bourse. J'étais choqué, j'étais surpris, mais c'était ça. Ils nous aiment plus que les Français? Non, parce qu'ils ont besoin de ça pour qu'on puisse les servir. Donc, ils donnent des avantages, ils ne donnent même pas au leur. C'est là que j'ai compris qu'il y a quelque chose d'important. Donc,
ce que j'ai vécu, je ne peux pas le rêver dans la situation actuelle. Au moment où nous existions, il n'y avait pas de téléphone là, il n'y avait pas cela. Il y avait Ronéo, hein? Vous avez connu ça? Duplicateur, on fait comme ça là pour tirer le tract. Ah, vous ne connaissez pas ça? Hein? Voilà comme ça on a fait la campagne. Les campagnes. Bon, il y avait un minimum de tolérance à la démocratie. Un minimum, je dis bien, de tolérance. Donc, qu'est-ce que je vais leur dire? Moi, le vieillard là, il ne sait pas ce qui se passe maintenant. C'est ça que je vais recevoir. Et ce sera à juste titre. Puisque je ne vis pas leur réalité. Je vis la réalité de mes enfants. Je vis la réalité de mes petits-enfants. Et je suis conscient qu'on n'a pas les mêmes réalités. Très bien. Merci beaucoup, monsieur le ministre.